Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de mon nouveau drone FPV, un drone que j'ai assemblé, pour mon tout premier drone que j'ai assemblé. Dans cette vidéo je vais vous expliquer tous les composants que j'ai choisis et je vais pouvoir vous donner aussi des conseils, même si mon expérience n'est pas la meilleure en soi, parce que ça fait même pas un an que je fais du drone FPV, mais sachez que depuis que j'ai commencé le drone FPV, je me suis renseigné beaucoup sur chaque composant, quel est le meilleur matos, et résultat là j'ai fait mon drone, j'ai pu, comme on est en confinement, j'ai pu que le tester dans le jardin, vite fait, hein, c'était pas incroyable, et pour le peu que j'ai testé, c'est le jour et la nuit avec le Ishin X220S, drone que j'ai parlé, donc où il y a eu une vidéo en lien dans la description où j'ai fait des plans un week-end, si ça vous intéresse, et une autre vidéo où j'explique que c'est un mauvais drone, j'explique pourquoi ça en est un mauvais drone. Donc dans cette vidéo je vais pas vous expliquer comment on monte un drone parce que c'était mon premier, et du coup au final est-ce que c'était compliqué à monter un drone? Non, pas du tout. Alors après c'est vrai que j'ai l'habitude de monter plein de matos, donc ça m'a pas trop dérangé. Après il y a des choses à savoir, mais au final si on connaît ces choses on s'en sort très bien, et résultat en 1 heure, 2 heures grand max on monte le drone. Voilà, donc c'est pour dire que c'est accessible quand même un minimum, à condition de savoir quand même un petit peu bricoler. Il y aura une vidéo prochainement où j'expliquerai comment on monte un drone, donc pas celui-ci du coup, un autre drone, un petit drone cette fois-ci. On va tout de suite passer à un plan un peu plus rapproché de ce petit drone. On se retrouve donc avec une vue rapprochée du drone. Alors voici à quoi ressemble le drone, donc tout monté, les hélices qui sont juste ici. Alors j'ai choisi des hélices vertes de chez HQ Props, je vais en parler après, donc pourquoi j'ai choisi ces hélices et pourquoi en vert aussi, c'est important la couleur parce que je me suis un peu trompé là-dessus. Alors pour commencer, donc le cadre que vous pouvez voir juste ici, c'est un cadre de chez eFlight, donc un cadre le Sidora SL5, donc c'est un 5 pouces. Donc on peut voir, ça se reconnaît assez facilement les 5 pouces, hein. On voit bien la taille. Le 5 pouces en fait c'est la taille des bras, c'est-à-dire vous pouvez prendre le modèle 6 pouces, et ça existe même jusqu'à 10 pouces je crois, donc ça fait un truc énorme, ça fait le double en fait, tout simplement. Donc ce cadre, pourquoi j'ai choisi? Parce que déjà il avait des très bonnes critiques, et surtout il avait un design qui me plaisait plutôt pas mal, et là encore plus après l'avoir monté. Alors pourquoi? Parce que déjà il avait ce côté assez long sur le haut pour mettre la batterie. Autre point, le fait qu'il y a le TPO ici pour mettre l'antenne, ça me plaisait pas mal. Ensuite là j'ai pu remarquer, donc je vous montrerai après pour le récepteur, des petune emplacements qui sont bien fichus, donc j'en suis plutôt content. Comme vous pouvez voir en fait on a juste ici pour la caméra une petite partie en fibre de carbone pour tenir la caméra, et tout le reste il n'y a rien en fait, il n'y a pas de capot, du coup vous avez directement toute l'air qui passe. Et en fait pour avoir testé, donc j'ai testé plusieurs fois dans mon jardin, j'ai testé, il y avait des jours où il y avait un peu de vent, et avec le vent qui passait sur le côté en fait le drone bougeait à peine, et dès que je mettais comme ça, ça changeait rien non plus. Alors qu'avec le Ishin X220S, et bien comme il y a un capot sur les côtés, et du coup le drone est complètement isolé à l'intérieur, et ça fait une prise de vent qui est assez présente, du coup le drone est poussé avec le vent, donc c'est pas terrible. Là c'est franchement pas mal. Alors vous allez me dire oui mais il n'est pas protégé en cas de crash, c'est vrai, là on a tous les composants qui sont exposés, donc ça fait partie des défauts. Par contre il est beaucoup moins lourd. Au niveau du coup donc le cadre qui est comme ça, on a juste ici en fait des passe-fils pour les moteurs, c'était fourni avec. Alors ils sont un peu plus longs, je trouve ça un peu bizarre d'ailleurs, ils arrivent à peu près par là, donc j'ai dû les couper, ils sont tous coupés comme vous pouvez voir. En dessous on a des patins qui sont plus larges que les bras, en fait on se rend compte juste ici, donc un peu bizarre. Donc résultat je voulais les couper, finalement je les ai laissés comme ça, ils sont très bien. Maintenant on sent plus la colle sur le côté, donc c'est très bien, voilà, nickel, ça bouge pas. Et alors là le support 3D je vais en reparler après. On a au-dessus donc l'emplacement qui est extrêmement long, on peut mettre des batteries jusqu'à 10 cm à peu près avec le support 3D qui est ici. C'est très bien, ça permet de mettre des grosses batteries 1800-2000 mAh sans problème.
en 4S et en 6S, alors à condition d'avoir des petites accroches ici pour tenir la batterie qui sont assez longs. Là pour le coup, pour de la 4S, c'est largement suffisant, hein. Donc là c'est des versions en E-Flite qui sont simili-cuir, donc elles sont plutôt jolies. Alors j'ai pas dit pour le prix du cadre, donc le cadre, le E-Flite, c'est 40 € sur AliExpress, et tout ce qui est site français, ça va être 45 €, donc c'est à peine plus cher en France. Par contre vous le recevez tout de suite. Voilà. Alors moi j'avais choisi de l'acheter sur AliExpress pour vraiment être le moins cher possible au final. Je précise que c'est un drone, en tout ce que vous voyez ici, c'est à peu près 370 € en tout. Globalement c'est ça. Donc ça reste assez cher, mais quand on regarde ce qu'il y a, bah, c'est pas si cher que ça en fait. Alors le ESC c'est un ESC de chez Hobbywing, comme on peut voir ici. Un ESC de chez Hobbywing 60 ampères, donc il y a une version 45 et une version 60 ampères, donc la version la plus haut de gamme ou la meilleure. Avec juste au-dessus en fait accompagné, j'ai pris avec les deux en même temps directement, donc là aussi le contrôleur de vol. Donc en fait le SC, si vous voulez, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est le contrôleur d'alimentation des moteurs. En fait vous avez un petit processeur d'Arduino, un Atmega 328P pour chaque emplacement moteur. En fait à chaque 3 fils, vous voyez, en fait vous avez un moteur et ça va gérer la tension sur chaque fil en fait, qui va permettre de faire tourner le moteur dans un sens ou un autre à telle vitesse. En fait, chaque fil va représenter une des 3 zones des bobines qu'on voit juste ici sur les moteurs. Et donc, si on alimente ici et ici, machin, ça va faire tourner ça va tirer sur les aimants, donc faire tourner le moteur. Alors ça, il y a d'autres vidéos qui expliquent mieux que moi. Là, c'était juste pour vous expliquer vite fait. Et en tout cas, là, on est sur chaque ESC. Donc là, il y en a 4. C'est 4 ESC intégrés. Vous avez 60 ampères max. C'est énorme pour un petit engin comme ça. C'est largement suffisant vu ce que je vais en faire, parce que je mets des batteries, là à l'heure actuelle j'ai que des batteries Tattoo 75C. C'est pas beaucoup pour ce genre de matos, sachant que c'est compatible 6S, et vraiment compatible 6S, parce que vous avez beaucoup de SC où vous disent c'est compatible 6S, et résultat au bout de 6 mois les condos dessus ils pètent, parce que 6S ça commence à faire beaucoup pour ce genre d'électronique, alors que là on a vraiment du 6S, c'est quelque chose de très fiable. Pour le prix, avec le contrôleur de vol, en fait c'est un design Hobbywing, mais en fait c'est un Omnibus F4 tout simplement. C'est un contrôleur de vol qui vous permet tout simplement de gérer toute l'électronique. Alors on fait fonctionner ça, on envoie un tel signal dans tel moteur, machin, et c'est ce qui permet de tout gérer, notamment le port micro USB qui vous permet de se brancher sur l'ordinateur pour gérer avec Betaflight ou CleanFlight en fonction du système d'exploitation que vous voulez utiliser. Donc c'est un contrôleur de vol qui est pas mal, que j'avais déjà sur le Ishin, j'en avais racheté plusieurs. Là il est plutôt joli en plus. Alors on a des petits patins, comme vous pouvez voir, des petits patins anti-vibration qui sont déjà intégrés, donc ça c'est pas mal. Et donc c'est du matos qui est quand même pas mal. 70 € les deux sur AliExpress. On les trouve en France, enfin en France j'ai pratiquement pu trouver. J'ai trouvé l'ESC en France à 55 €, donc ça allait. Et donc là 70 € les deux, c'est pas cher du tout, vraiment c'est hyper intéressant. Ensuite, donc ah oui, j'ai oublié de préciser un truc, sur l'ESC vous avez déjà un condo qui est soudé par défaut quand vous l'ouvrez. Je l'ai pas changé parce que déjà c'est une bonne marque de condo. Alors je sais plus c'est quoi le nom de la marque, mais ça c'est de la bonne qualité. J'ai d'autres condos 25 volts 2200 microfarads qui sont du coup qui sont plus performants que celui-ci. Par contre c'est de la moins bonne marque, et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il était bien fini, voilà, la gaine thermo c'est pas moi qui l'ai ajouté, c'était quand je l'ai déballé, c'était déjà comme ça. Je me suis dit je vais pas le changer, il est déjà très bien comme ça. C'est un 35 volts 560 microfarads, c'est pas beaucoup, sachez-le. Si vous voulez vraiment être dans l'optimisation le plus possible, je vous conseille de l'enlever et mettre un 25 volts 2000 comme je disais, hein, ou en mettre deux carrément, là c'est open bar après, c'est le top du top. Donc là on a le petit câble avec l'XT60, comme vous pouvez voir il est très exposé le drone en fait. Vous allez avoir, quand je vais poser la batterie, le drone qui va être pas mal exposé, et donc si je vole entre les arbres et à un moment je me prends un arbre, des branches, tout ça, et ben ça peut débrancher la batterie. Et j'ai prévu le coup avec juste ici, on peut voir un petit truc là en dessous. Alors, je sais pas si on va bien voir, en fait vous avez le buzzer
qui est juste ici, c'est un buzzer autonome. Buzzer, alors je sais plus la marque, je vais vous mettre en photo. Voilà, le buzzer, c'est un buzzer autonome qui coûte 13,90 je crois sur Drone FPV Racer. C'est un site français. C'est le site où j'ai trouvé le moins cher ce petit truc là, parce que sur AliExpress j'ai trouvé à 15 €. Je me suis dit ah bah, ouais, bah en France il est moins cher, bon bah d'accord. Et surtout vous en plus le recevez hyper rapidement, donc c'est très bien, on fait marcher l'économie française, nickel. C'est un petit buzzer autonome qui est très intéressant parce qu'il qu'est-ce qu'il est très performant, et surtout il offre le fait qu'il soit autonome, c'est à dire que si vous branchez votre batterie, ça va l'alimenter. Il va être utilisé comme buzzer classique, donc avec votre télécommande, je mets l'interrupteur pour faire biper. Il bip très fort, ça c'est très bien déjà. Et si, comme je disais, vous prenez un arbre à 500 mètres, on va dire moins à 300 mètres, dans la forêt, la batterie se débranche, on fait comment pour faire sonner le buzzer? Et bien, pendant 30 secondes, il va biper très faiblement, parce que c'est en mode comme si vous étiez en train de débrancher, bidouiller votre drone. Et au bout de 30 secondes, il va se mettre en mode alerte, et donc là il va biper très très fort. Il va biper, alors l'autonomie apparemment je crois que c'est en mode puissance, c'est 30 heures, c'est ce qu'ils annoncent. Je sais pas si ça fait 30 heures, hein, personnellement je ne pense pas. Mais en tout cas, il tiendra largement les 1 heure ou 2 heures que vous avez besoin, et encore en 20 minutes, s'il est à 300 mètres de vous, vous l'avez retrouvé. Et surtout qu'il bip très fort, donc à 300 mètres dans la forêt, normalement vous l'entendez. C'est parce que je l'avais déjà testé sur le Ishin il y a quelques temps, avant le confinement du coup, et ça bip très très fort, donc ça c'est vraiment pas mal. Juste à côté, on a une petite caméra. Hop là, j'enlève le petit cache. Petite caméra de chez Foxeer, la Falcor Mini 2. Version 2,1 mm d'angle de la caméra. Alors, c'est une caméra qui est dépassée maintenant par les Toothless 2 qui sont sortis récemment. Alors pourquoi je choisis celle-ci? Parce qu'au moment où je l'ai acheté, j'avais les Toothless n'étaient pas encore sortis, les nouvelles. Et surtout, la Falcor, j'avais déjà la Falcor, l'autre sur la même sur le Ishin. Et la qualité était juste top. On a un mode nuit, donc si la luminosité est trop faible, en fait, il va passer en noir et blanc. Et vous voyez super bien après, donc ça c'est juste génial. Et point de vue contre-jour, gestion du contre-jour, c'est exceptionnel. Les couleurs sont très saturées, donc c'est pas du tout naturel. Par contre, vous avez l'impression en permanence d'être en plein soleil, c'est la fête, c'est l'été, tout le temps avec cette caméra. Alors que par exemple j'avais testé plusieurs fois où le soir, c'était cet automne là, le soir il faisait vers 18h ou même 19h, il commence à faire nuit. Sauf qu'avec cette caméra, on avait l'impression qu'on était en pleine journée avec un grand soleil alors qu'il faisait même gris. Donc c'était pour dire que cette caméra, voilà, on voit nickel, elle est juste superbe. Par contre, elle a été un peu dépassée par la Toothless qui est un peu mieux en mode nuit. Du coup, je vous dirais, allez sur la Toothless. L'angle de vue, donc c'est un 2,1. Je vous explique, vous avez le 2,8, 2,5, 2,1, 1,8. Plus vous êtes élevé, plus l'angle est petit, et plus vous êtes moins élevé, du coup plus l'angle est large. Je vous recommande le 2,1, pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus, je trouve le plus intéressant, parce que ça vous apporte un grand angle, mais pas trop. Je m'explique, sur le Ishin j'ai du 1,8 qui fait que c'est un grand angle, et vous avez une image qui est énormément déformée. Le souci, c'est que quand c'est énormément déformé, vous avez beaucoup moins de sensation de distance. C'est-à-dire que vous allez passer à côté d'un objet, vous allez dire « Ah là là, j'ai l'impression que je le touchais ». En fait, pas du tout, vous êtes à 1 mètre de l'objet, mais non, vous avez l'impression. Donc c'est assez pénible au niveau des perceptions de distance. Alors que plus vous prenez un petit angle, plus vous allez comprendre où vous êtes exactement. Le problème, c'est que vous allez moins voir. Donc c'est un choix assez important, c'est qu'est-ce que vous voulez choisir entre tout voir, mais garder quand même un minimum de compréhension de ce que vous voyez. Là, l'avantage, c'est que vous avez un grand angle, mais pas trop, du coup, je trouve que c'est un bon équilibre entre voir beaucoup de choses et comprendre où on est. C'est quand même important quand vous êtes en drone FPV. Donc le 2,1, c'est un petit peu ce que je recommande. Tout ce qui est 2,8, je déconseille totalement parce que vous avez un angle hyper réduit. Alors c'est très, vous n'avez pas de déformation d'image. Par contre, vous voyez que dalle. Vous voyez pas beaucoup. Alors on va continuer un petit peu. Alors juste ici, en fait, vous pouvez voir
la nappe qui relie l'ESC et le FC. C'est très important cette nappe parce que dans tous les drones FPV vous aurez que ça, la fameuse nappe qui relie les deux. Vous avez une possibilité en fait de mettre une nappe différente fournie avec. Si vous voulez changer le contrôleur de vol, vous pouvez mettre une autre nappe. Ça marche aussi avec d'autres contrôleurs de vol. Voilà, donc c'est important de le préciser. Donc au niveau des emplacements pour le souder, c'était très intéressant, c'était nickel, il n'y avait aucun souci. Alors on passe à l'arrière, comme vous pouvez voir à l'arrière on a un peu moins de place. Alors juste ici vous allez voir, ça c'est l'émetteur vidéo, le VTX qu'on appelle aussi. Le VTX, donc c'est un TBS Unify Pro 5,8 GHz en version classique, c'est-à-dire que vous avez une version Race. La version Race c'est une version limitée au niveau de la puissance, c'est-à-dire c'est limité à 200 mW, alors que celle-ci elle est limitée à 800 mW. Je rappelle qu'en France c'est 25 mW maximum, légalement c'est maximum 25 mW accepté. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, en fait si vous avez juste ça, c'est relié à votre contrôleur de vol qui va donc envoyer le signal dans cette antenne là. L'antenne c'est une Foxeer Lollipop qui est très bien, une Foxeer Lollipop 3, des très bonnes antennes. Comme vous pouvez voir en fait c'est vissé ici dans le petit TPO qui est fourni avec le cadre, et donc l'antenne ne bouge pas, et je trouve que c'est juste super bien d'avoir fait ça, parce que quand vous allez voler vous êtes comme ça, et du coup l'antenne va permettre, si vous voulez donc en allant tout droit et vous êtes derrière, vous allez avoir l'antenne qui va directement émettre sur vous, donc vous allez voir nickel. Le souci c'est que si vous allez dans l'autre sens, et ben elle émet beaucoup moins, donc c'est un point très important, et on va revenir après pour ce petit point là qui du coup va être corrigé par autre chose. Donc comme je disais, la sécurité dans ce drone là c'était un truc assez important, je voulais quelque chose d'autre gamme mais aussi quelque chose qui soit très performant et en même temps de sécurité. Donc je vais expliquer comment j'ai fait. Donc le VTX qui ici, qui est un VTX qui coûte un vrai 50 € en France, 45 € sur AliExpress, qui pour le peu que j'ai essayé fonctionne très bien. Je suis allé en 25 mW, je suis allé à peu près à 50 mètres d'altitude, ça marchait nickel. Après comme je disais, j'ai pas pu vraiment tester, c'est assez compliqué, donc c'est un peu le problème. Juste ici vous pouvez voir une antenne, enfin deux antennes du coup pour le coup. Je retourne le drone et en dessous vous pouvez voir en fait vous avez un emplacement pour une antenne. Cette antenne là c'est une antenne de réception, une antenne du RX avec, comme vous pouvez voir, ça passe en dessous. Et ensuite, alors ça va être compliqué de le voir, mais juste ici vous avez caché, en fait coincé dans le TPO avec une gaine thermo que j'ai rajouté pour qu'il soit étanche et protégé, et en même temps il est bloqué, c'est le récepteur R9 MMM OTA. Alors pourquoi j'ai choisi ça, c'est que récemment sur mon Ishin j'avais pété, donc comme je disais j'avais fait une vidéo, j'explique tout, où j'ai craché le drone dans la forêt, et suite à ça je me suis dit je vais racheter le même récepteur parce qu'il avait pris la flotte et on va rester dans la sécurité. Le truc c'est qu'en me renseignant pas mal, j'ai sur AliExpress par hasard, en marquant les récepteurs, j'ai vu le récepteur R9 de chez FR Sky qui pour le coup proposé dans les caractéristiques 10 km de distance. Je me suis dit 10 km mais c'est énorme, alors que le XM Plus lui proposait 1,5 km, et là on se dit 10 km mais c'est juste génial, ça va complètement changer ma façon de voler. Et donc ce petit récepteur coûte à peu près 25 €, 30 €, donc c'est pas donné. Par contre vous avez l'émetteur donc c'est le concurrent du Crossfire de chez TBS, qui l'émetteur R9 coûte 60 €, ce qui est que dalle, et 60 € pour un émetteur qui émet à 10 km du coup, alors que chez TBS, si vous voulez un Crossfire qui certes émet plus loin parce qu'il est capable d'émettre à 20 km, mais sachez que vous n'irez jamais à 20 km, et même 10 km vous n'irez jamais. Donc l'utilité du Crossfire, résultat, les 20 km ils sont pas intéressants. Moi ce que je vois c'est que le rapport qualité-prix est hyper intéressant, parce que le Crossfire Lite c'est 170 €. Là on est sur un truc à 60 €, enfin l'émetteur, voilà, donc là c'est la radio avec l'émetteur R9, ça c'est comme je disais c'est 60 €, c'est que dalle. Et avec ça vous avez l'antenne, alors là je l'ai mise pour, normalement c'est pas comme ça qu'on la met, c'est plus comme ça. Et avec ça en fait je suis réglé en 1 watt automatique. Pourquoi je vous recommande ceci, parce qu'en fait vous allez donc bien sûr mettez en 868 MHz. Pourquoi 866?
868 parce que en France, si vous réglez en 900 MHz, vous risquez d'avoir des perturbations et surtout vous allez massacrer le réseau 4G autour de vous, parce que le réseau 4G en France, chez Free, c'est 900 MHz avec la B28. Donc vous ne pouvez pas utiliser cette fréquence parce que vous allez exploser complètement le réseau dans votre environnement. Donc surtout ne faites pas ça. Donc en 868 MHz, il n'y a aucun souci, c'est une fréquence libre. Et là vous avez un mode, donc cet émetteur a de la télémétrie, comme sur le récepteur, et vous avez un mode automatique, donc en 1 watt, il faut régler à 1 watt automatique. Et en faisant ça, en fait, votre drone, donc avec la télémétrie, il va vous permettre, en fait, afficher sur l'écran, vous allez pouvoir savoir la distance. Enfin, en fait, vous avez des barres pour vous dire à combien vous captez, et donc c'est très intéressant. Alors, quand vous volez, vous ne les voyez pas. Par contre, vous avez un bip, vous avez un premier bip quand il vous dit vous êtes dans limite de connexion, et un deuxième bip pour vous dire que ça y est, c'est fini. Vous captez plus, arrêtez tout. Donc ça, c'est très important. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en automatique. Et pourquoi en automatique? Parce que si vous vous barrez, enfin par défaut, quand vous êtes à côté de vous, il va être à 10 mW, donc vous consommez que dalle. Et si vous commencez à partir loin, il va se régler à de 100 mW, 200 mW. Et plus vous allez loin, plus il va augmenter la puissance. Bien sûr, comme je disais, si vous allez loin, du coup vous augmentez la puissance et du coup vous n'êtes plus dans la légalité parce que c'est 25 mW la légalité. Très important. Donc moi ce que je trouve très intéressant, c'est que si on part et que du coup ça augmente la puissance et vous gardez la sécurité de capter avec cette antenne. Alors ce petit emplacement TPO, enfin ça c'est moi qui l'ai rajouté, je l'ai modélisé, en fait je l'ai trouvé sur internet et je l'ai totalement modifié. En fait il n'est pas du tout comme ça de base, il n'était pas aux bonnes tailles, il y avait plein de trucs qui ne collaient pas. Donc je l'ai imprimé, je vous mets en lien de description pour tous les liens TPO, je vous mets aussi lui. Je vous mets tout en lien de description par rapport à ça parce que ça peut être très intéressant pour vous d'imprimer ça si vous avez une imprimante 3D chez vous. Et on va continuer juste ici avec un GPS de chez, alors c'est Bentian, le BN180. C'est un GPS qui m'a coûté 9 euros, 0 je sais plus combien, sur AliExpress. Le GPS qui est hyper intéressant parce que vous permet tout simplement d'avoir des informations comme la vitesse, l'altitude, la distance du point d'armement, l'orientation de votre drone par rapport à vous, et du coup vous avez l'option Rescue Mode qui va être possible. Qu'est-ce que c'est le Rescue Mode? C'est vous paramétrez dans Betafly, vous dites moi sur tel switch je veux le GPS, ils s'appellent ça le GPS Rescue Home, je sais plus quoi. Bref, en gros, quand vous activez ça, votre drone va tout simplement revenir à son point de départ tout seul. Comme un DJI ou un Parrot, il va revenir tout seul quand vous dites maison, là il revient tout seul. Et bien c'est pareil. Alors l'intérêt du GPS, comme je disais, c'est déjà d'avoir des informations comme la vitesse. Donc dans la prochaine vidéo, quand je testerai, on va pouvoir voir à combien il va. Très intéressant. Autre point, vous avez la latitude, longitude. Donc quand vous êtes avec votre masque ou vos lunettes, quand vous enregistrez le DVR, donc le DVR c'est ce que vous voyez sur vos lunettes, vous l'enregistrez sur une carte SD que vous avez mis sur vos lunettes ou sur votre masque, vous avez la possibilité de voir la latitude, longitude. Donc si vous perdez le drone, en plus d'avoir le buzzer autonome, vous avez le GPS, vous avez surtout les coordonnées GPS. C'est génial, vous pouvez tout savoir. Et alors autre point, vous pouvez mettre les coordonnées GPS sur votre télécommande. Donc c'est vraiment le top. Alors moi ce que je trouve qui est très intéressant sur le Rescue Mode, c'est pas par rapport au failsafe, parce que si vous avez un failsafe, du coup il se met en Rescue Mode, il revient tout seul. Et donc du coup au bout d'un certain temps vous allez recapter et donc reprendre le contrôle. C'est un des premiers points. L'autre point, c'est le fait que ce GPS a l'avantage de, si, comme je disais, vous êtes en plein vol, vous volez comme ça, vous êtes derrière, vous captez super bien, mais à un moment vous captez un peu limite. Vous dites je reviens. Sauf que comme ça, l'antenne elle est même tout de suite beaucoup moins sur vous, donc vous voyez plus rien, enfin quasiment plus rien. Et donc là la technique c'est le Rescue Mode, et le drone va revenir tout seul, et vous allez tout de suite revoir mieux, et au bout de, je sais pas, ça dépend combien vous allez régler la puissance, mais vous allez tout de suite mieux voir, et ça y est, vous pourrez prendre la main en sécurité, tout va bien. Et c'est vraiment l'avantage du GPS et du buzzer autonome, c'est que vous gardez la sécurité totale de ce drone, donc c'est vraiment l'intérêt. Et en plus, comme vous pouvez voir, le buzzer autonome est coincé, il ne peut pas bouger, donc s'il y a un gros crash, normalement il reste là. Et même si vous le débranchez physiquement de la carte mère, enfin du contrôleur de vol plutôt,
il bipera quand même. Donc si vous explosez votre drone partout en 1000 morceaux, et ben il va quand même fonctionner. Donc c'est vraiment l'intérêt. Et pour le dernier point de cette vidéo, on va parler des moteurs, quelque chose que je n'ai pas du tout parlé. Alors les moteurs, c'est des moteurs donc de chez Hobbywing. C'est vrai que par défaut je voulais partir sur des T-motors qui me paraissaient très jolis, très sympas. Et ensuite j'ai vu ceux-là qui m'ont tapé dans l'œil parce que j'ai trouvé très joli. Alors j'ai vu les modèles en bleu, c'est ceux qui sont mis en avant. Je me suis dit je vais faire un thème bleu, je vais prendre avec les en bleu partout, machin, des hélices en bleu, et résultat en fait j'ai pris des modèles à 2450 kV parce que je me suis dit en bleu vous avez les 2650 kV, 2450 et 1850 je crois, c'est ça en kV, et en fait en bleu ça va être les 2600, en vert donc les 2400 et en noir les 1800. C'est très important de savoir ça parce que quand je les ai reçus, je me suis dit mais pourquoi j'ai reçu en vert? Et après j'ai compris, du coup j'étais là, super, bon j'ai des moteurs verts, c'est pas ce que je voulais. Et résultat, suite à ça, j'ai acheté des hélices de chez HQ Props en vert. Donc ces moteurs que comme je disais, j'ai pu à peine tester, sont des moteurs donc des 2207, ça c'est le format du moteur en fait. 2450 kV, c'est des moteurs qui supportent de 4 à 5S, donc ça vous permet d'avoir des très bonnes performances en 5S. Et en 4S honnêtement j'ai mis les gaz un tout petit peu, là j'ai mis à la moitié et paf, le drone il est parti super vite. Je me dis oula, c'est autre chose que mon Ishin, là c'est pas du tout la même gamme. Donc résultat, c'est des moteurs qui sont très performants pour le peu que j'ai essayé, qui chauffent peu, qui sont très jolis. Alors apparemment ils sont très fiables aussi. Le prix 65 € les 4 sur AliExpress. Et donc comme je disais, vous avez le choix 2600, 2400, 1800. Alors pour le choix du KV des moteurs, vous allez me dire mais du coup il faut choisir le plus haut KV pour avoir les meilleures performances. Ça marche pas comme ça malheureusement. En fait, plus vous allez choisir un haut KV, plus vous allez avoir donc un nombre de tours par rapport à la tension qui va être élevé. Le souci c'est que sur des hauts KV, ça n'accepte pas les batteries avec des hautes tensions. Ce que je m'explique. Quand vous prenez la version 2650 kV, vous aurez droit de mettre qu'une batterie 4S, pas autre chose, que du 4S. Ça marche qu'avec du 4S. Alors si vous mettez du 5S, vous allez griller les moteurs. Alors je ne sais pas exactement ce que ça fait si vous mettez au-delà, mais ça va faire chauffer fortement les moteurs. Du coup ça peut décoller. Non, je pense qu'ils se mettent en sécurité parce qu'ils sont limités à 240 degrés les moteurs par défaut. Donc c'est vous pouvez pas mettre au-dessus de 4S. Si vous passez en 2450 kV, vous avez soit 4S, soit 5S. Donc ce qui est très intéressant, surtout que moi je vole en 4S, donc plus vous mettez un KV faible et plus vous mettez des batteries avec une tension faible, plus vous allez faire tourner moins vite les moteurs, donc vous allez moins consommer de batterie. Et donc là je me suis dit c'est un petit peu la meilleure stratégie entre avoir des performances mais en même temps avoir une consommation qui soit pas non plus trop élevée. J'aurais pu prendre des 2600 kV, ça aurait été très bien aussi. Par contre j'aurais gagné des performances mais l'autonomie elle n'aurait pas aimé non plus. Et vous avez les modèles 1850 kV, je crois que c'est 1800 ou 1750 kV, je sais plus, en noir cette fois-ci, qui eux par contre fonctionneront en 4S, 5S et 6S. Vous voyez le lien avec l'ESC. Donc si vous voulez évoluer en 6S, il faudra prendre les versions avec un KV assez bas. Et ça marche pas que chez Hobbywing, ça marche chez tous les constructeurs de moteurs. Ils sont tous pareils. Ça sera plus vous mettez un haut KV, plus vous serez limité donc à 4S avec un 2600, 2800 kV, donc dans ces formats-là. Donc c'est un petit peu le souci. Sachez que pareil, ça fonctionne sur des petits moteurs. Vous avez les petits moteurs, donc les 14 quelque chose. C'est du 2800 kV en 4S. Et si vous avez des 3750 kV, vous dire c'est énorme. Par contre, je crois que ça fonctionne qu'en 3S. Je sais plus exactement après pour cela. En tout cas, ces moteurs, pour le peu que j'ai testé, honnêtement, c'est assez impressionnant. Il faut un très beau bruit avec ces hélices. Alors, je vais mettre les hélices tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Voilà le drone avec ses hélices. Alors, les hélices, c'est des HQ Props. Alors, c'est des 5 pouces, donc 50.
45 donc avec 3 pales. Alors c'est les versions V1, je crois qu'il y a des V2 mais elles sont pas en verte, donc c'est pour ça que je les ai pris en verte. Alors ces hélices là, pourquoi je les ai prises des 45 en pas, j'explique pour le pas des hélices. En fait le 50 ça va être la première, le premier nombre ça va être par rapport à la taille de la pale, là c'est 5 pouces. Le pas, donc là c'est un pas de 45, et ensuite vous avez le 3 qui va être le nombre d'hélices, le nombre de pales. Donc là on a 3 pales. Ça monte jusqu'à je sais plus combien, 6, un truc dans le genre. En tout cas sur le genre de drone, vous allez le maximum conseillé, vraiment, enfin, qui n'est pas forcément très intéressant, c'est 4 pales. Après le minimum ça va être 2 pales. Voilà, c'est un peu logique. Donc 2 pales. Après sachez que plus vous mettez de pales, plus votre drone en fait va planer. Quand il va redescendre, vous allez lâcher les gaz parce que vous aurez ça va frotter dans l'air. Par contre, du coup, plus vous mettez de pales, plus vous pouvez mettre un pas qui est faible. Du coup, vous consommerez moins. C'est très important de mettre un pas. Le pas des hélices, c'est hyper important. Parce que plus vous mettez un pas faible, plus vous allez moins consommer. Et donc, vous pourrez faire des vols plus longs. Par contre, plus vous mettez un pas faible, plus vous aurez moins de performance. Donc c'est important à choisir. 45, je trouve que c'est un bon compromis, même si, là honnêtement, pour le peu que j'ai testé, comme je disais, je trouve ça même un peu trop élevé. Je pense que je vais acheter des 43. Parce que 45, honnêtement, ça me paraît énorme pour là, ce que j'ai. On verra bien. En tout cas, elles sont l'air très solides. Donc chez DH Le Pro, ça coûte assez cher. Ça coûte 3,50 euros. Donc sur Studio Sport ou sur Drone FPV Racer, je les ai achetés, je sais plus. Donc elles sont très jolies en plus, je sais pas ce que vous en pensez. Et donc voilà. Alors là, comme vous pouvez voir, en fait, j'ai un dernier bonus et qui a rien à voir avec le drone. Le support GoPro, pour pas mal de monde, c'est vrai que c'est un truc un peu chiant, faut le dire, sur le drone. C'est comment je fais pour mettre ma GoPro dessus ou autre chose d'ailleurs. La GoPro, donc là c'est un emplacement GoPro. J'ai trouvé sur un site ce support là pour le Ishin X220S, et donc la différence c'est qu'il est plus large et un peu plus long. Du coup je me suis dit je vais le mettre sur Blender et je vais le remodifier. Du coup je l'ai modifié et je l'ai mis pile poil à la taille avec les bons emplacements de trous, et donc ça donne à peu près ça. Donc cette vis là en fait je l'ai acheté, tac, je la dévisse, je l'ai acheté séparément et voilà ce que ça donne. Et vous mettez en fait dedans. Alors je l'ai pas collé parce que je sais pas encore ce que je vais en faire de ce truc là, mais en tout cas pour l'instant je laisse comme ça parce que ça peut servir sur un autre drone en dépannage. Enfin, pour l'instant je laisse comme c'est. Là comme vous pouvez voir juste ici ça se voit à peine. Et en fait il y a une petite couche d'épaisseur, c'est de la chambre à air que j'ai découpée. J'ai découpé une chambre à air pour pouvoir mettre en anti-vibration pour la GoPro, et du coup vous mettez votre GoPro, déjà vous pouvez régler l'inclinaison, c'est juste génial, et surtout vous avez moins de vibrations, très important pour le drone. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a beaucoup plu et vous avez appris beaucoup de choses sur les drones FPV en général, sur chaque composant. En tout cas moi je vous dis donc à la prochaine vidéo pour tester ce drone là, mais vraiment en vrai, tester vraiment le maximum de ses performances, même si j'ai pas de batterie 5S, donc je vais pas pouvoir tester l'exploitation au maximum de ses moteurs, qui même en 4S, pour le peu que j'ai essayé dans le jardin, c'est juste génial. Donc on verra pour le test. En tout cas, normalement le 11 mai, on peut sortir normalement. Alors où je fais cette vidéo, là moi je suis en Loire-Atlantique, donc c'est en zone orange. On sait pas encore, donc j'espère que je vais pouvoir sortir et vous faire du coup une vidéo test qui je suis très pressé de tester vraiment ce drone sur le terrain qui a l'air juste exceptionnel. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et liker, et je vous dis à la prochaine vidéo, salut!